tous, voici les grands titres qui seront développés dans cette nouvelle édition sur Monaco Info. L'ouverture du forum Peace and Sport et la grande marche pour la paix qui a réuni des centaines de personnes autour du Prince Albert II. La COP21 ouvrira ses portes dimanche. Nous verrons que la mobilisation est totale pour faire de ce rendez-vous international un succès. La réunion en principauté des consuls honoraires de Monaco, aux États-Unis et au Canada. La toute nouvelle exposition du NMNM, elle a été baptisée Lab et a ouvert ses portes à la Villa Saubert. L'opération Passion Sea, initiée par Elga Piaget, et puis l'Africa Eco Race partira cette année de Monaco à la fin du mois de décembre. Les organisateurs de ce rallye viennent de présenter le parcours qui attend les concurrents. Et pour ouvrir ce journal, cette marche pour la paix qui était organisée en ouverture du 8e forum Peace and Sport, près de 1000 personnes y ont participé, dont le Prince Albert II. C'est un reportage d'Émilie Rousseau, Marion Sapé-Triomphe et Louis Borgia. Elle était prévue bien avant les attentats de novembre à Paris. La marche pour la paix a rassemblé 1 millier de personnes dans les rues de la Principauté. Une marche qui a donc pris une dimension toute particulière au vu de l'actualité. Organisé par Peace and Sport, ce rassemblement a réuni autour du Prince Albert II des dirigeants du monde entier, mais également des sportifs et des anonymes, tout un symbole. La tenue de ce forum à Monaco était une belle occasion de faire passer un message de paix, un message qui, bien sûr, est d'autant plus d'actualité et peut être aussi décliné de plusieurs façons. Et je crois qu'au vu des circonstances actuelles, au vu de cette atmosphère extrêmement pesante qu'il y a en Europe, non seulement en France, mais aussi dans toute l'Europe et dans tout le monde actuellement, je pense qu'il était nécessaire de faire ce geste et d'envoyer ce message de paix, de tolérance et de fraternité à partir de Monaco. Cette marche pour la paix s'est déroulée en ouverture de la 8e édition du forum Peace and Sport. Elle s'est achevée sur le parvis du Grimaldi Forum où les participants ont brandi un carton blanc en référence à la campagne lancée par l'organisation White Card. La paix, c'est un travail de tous les jours. Et comme la paix, c'est le vecteur qui nous motive en permanence en utilisant le sport comme solution, bien sûr, on est investi dedans en permanence. Donc, cette marche était prévue. C'est vrai que dans les circonstances actuelles, elle a une saveur toute particulière. On gagnera de toute façon. On gagnera à la fin en utilisant le sport ou d'autres activités comme solution, mais on gagnera pour la paix. Et pour faire passer ce message, Peace and Sport peut notamment compter sur ses champions de la paix. Il s'agit de sportifs ou d'anciens sportifs de haut niveau. Certains étaient d'ailleurs présents durant cette marche pour la paix, à l'image de Sergei Boubka, de Yelena Isimbayeva ou de l'athlète namibien Frankie Fredericks. Le monde vit en ce moment des situations difficiles, notamment à Paris. C'est important que le sport se mobilise pour montrer que nous sommes là. En tant qu'ambassadeur et surtout en tant qu'ancien athlète, je pense que sans le calme en Namibie, il n'y aurait pas eu de Frankie Fredericks sur les pistes. Cela m'a permis d'avoir de nombreux titres internationaux, une médaille olympique. Donc je pense que nous tenons un rôle majeur dans Peace and Sport. À l'issue de cette marche, la 8e édition de ce forum Peace and Sport a officiellement été lancée avec au programme 2 jours de débat. Le thème de cette année, la paix en danger, comment le sport peut-il aider ? Depuis lundi, nous vous proposons sur Monaco Info une série de reportages en vue de la COP21 qui ouvrira ses portes dimanche. Après avoir vu les liens entre climat et océan, après être revenu sur l'engagement de la Principauté de Monaco en faveur de l'environnement, place aujourd'hui à la mobilisation qui est générale pour faire de la COP21 un succès. Les explications de Sandrine Nègre. À Paris, en 2015, the governments of the entire world Plus de 40 000 participants, des chefs d'État bien sûr, mais aussi des délégués de plusieurs pays, des membres de la société civile, du secteur privé, des entrepreneurs et des journalistes, plus de 3 000. La COP21 sur le site du Bourget en région parisienne s'annonce déjà comme un rendez-vous très fréquenté, sans parler des lieux dans Paris comme le Grand Palais où d'autres rendez-vous en marge vont être organisés. La mobilisation s'apprête à être forte sur les 160 000 mètres carrés de surface au Bourget.
Des associations, des syndicats, des ONG seront également présents. Au-delà des négociations, des conférences, des débats et des démonstrations sont prévus pour proposer des solutions durables. La jeunesse sera également impliquée car la COP21 se veut définitivement un lieu de rencontre et d'échange à travers notamment les espaces Génération Climat. Plusieurs blogueurs très engagés dans la lutte contre les changements climatiques ont d'ailleurs sur le web annoncé leur participation. Des collectivités apporteront aussi leurs différentes expertises. Sachez que vous pourrez suivre la COP21 sur le web cop21.gouv.fr et à travers les différents reportages diffusés sur Monaco Info. Sachez enfin que le grand rendez-vous pour que vous puissiez apporter votre participation, votre contribution à cette COP21 aura lieu ici en Principauté, dimanche 29 novembre, la marche pour le climat en présence du souverain. Rendez-vous dès 10h45, place du Palais Princier. Et les équipes de Monaco Info seront sur Paris à partir de lundi pour vous faire suivre les avancées de cette conférence cruciale pour l'environnement. Chaque année, la fête nationale marque l'occasion pour les corps consulaires et diplomatiques de se réunir en principauté pour assister aux différentes célébrations qui sont organisées. Cette année, l'ambassadeur de Monaco à Washington, Maggie Macario-Doyle, a profité de l'occasion pour réunir autour d'elle les consuls honoraires de Monaco sur le continent nord-américain. Nous les avons suivis. Après la joie et la solennité du moment en ayant été aux premières loges dans la cathédrale et place du Palais le 19 novembre, les consuls honoraires représentant Monaco sur le continent nord-américain auront pu mettre à profit leur séjour monégasque en découvrant différentes facettes de Monaco. Du centre scientifique au laboratoire de l'énergie atomique, l'ambassadeur de Monaco à Washington, Maggie Macario-Doyle, leur avait réservé des moments privilégiés pour échanger avec les représentants de plusieurs entités monégasques, dont les fondations du prince Albert II et de la princesse Charlène. La fête du prince est pour nous un moment magique qui nous permet non seulement à la communauté monégasque de se rapprocher sur le rocher de son prince et de la famille princière, mais aussi d'y faire participer les représentants de Monaco à l'étranger. Et lorsque nous avons tous nos consuls honoraires qui se sont déplacés des États-Unis spécialement pour cette visite, c'est un moyen aussi de leur faire découvrir ce qui se passe à Monaco et puis aussi de leur permettre de pousser un peu plus les aspects de Monaco qui sont les plus intéressants à promouvoir internationalement. Et donc cet après-midi, nous avons eu la possibilité de visiter le centre scientifique de Monaco et le laboratoire atomique qui n'est pas toujours connu du grand public et pour eux, ce fut une découverte extraordinaire. Parmi les consuls honoraires présents, certains assistaient pour la première fois à Monaco à la fête nationale dans le cadre de leurs fonctions. C'est le cas de Rina Spence, qui est le nouveau consul honoraire de Monaco à Boston. C'était super, c'était impressionnant, c'était vraiment quelque chose de plus spectaculaire que j'ai pensé et ça m'a vraiment touchée. Et quand on avait après l'église, on est allé sur la place devant le palais de voir le prince et la princesse et les petits-enfants. C'était vraiment en famille, on sentait vraiment en famille ici. Rina Spence, qui nourrit déjà de nombreux projets dans le cadre de ses nouvelles fonctions, elle espère pouvoir développer dans les semaines qui viennent des passerelles scientifiques mais aussi éducatives entre la Principauté et Boston. Du côté de l'actualité artistique, le nouveau musée national de Monaco propose une exposition hors des sentiers battus. Ce sont en effet cette fois les coulisses du NMNM qui sont mises en lumière. Le public va pouvoir découvrir le travail des restaurateurs, conservateurs ou encore des archivistes qui habituellement œuvrent dans l'ombre. Alexandra Pagny et Sylvain Péroumal ont pu découvrir cette exposition en avant-première. Lab, 3 lettres qui plongent le public dans les coulisses du nouveau musée national de Monaco, un laboratoire où les visiteurs apprennent à mieux cerner les différents acteurs qui rythment la vie du musée. Ils y découvrent ainsi leur quotidien et leurs différentes missions. On a hésité entre le mot plateforme ou laboratoire, c'est-à-dire de prendre un autre
terme même que exposition. Même si il y a la fonction d'exposition, puisque c'est une des fonctions du musée, et si vous regardez, on a essayé de déterminer toutes les fonctions. À partir du moment où on a des pièces acquises ou données, on a tout un travail qui n'est pas toujours visible, et on a voulu aussi, je pense, redonner au public la possibilité de se rendre compte, parce que parfois, on est parfois peut-être trop distant. Cette exposition originale se décompose en 6 grandes zones de réflexion. Avec le boudoir de Joséphine, le musée présente la fonction la plus connue, celle d'exposer. Il s'agit ici d'un projet curatorial expérimental conçu par un jeune commissaire. Le public peut y découvrir des costumes et accessoires portés par Joséphine Baker lors de ses dernières performances à Monaco. Au rez-de-chaussée de la Villa Saubert, les visiteurs pourront également découvrir un important dépôt d'archives de Serge Liffard, acquise par le Palais Princier. L'équipe de conservation du NMNM réalise ainsi l'inventaire de cette collection sous les yeux du public. La salle est pour l'occasion présentée sous forme de réserve ouverte. Des conservateurs et restaurateurs seront présents tout au long de cette exposition. Ils pourront alors dialoguer avec le public pour présenter leur travail au quotidien, à l'image de Klaus Lorenz, restaurateur d'objets d'art spécialisé dans les automates. Les visiteurs pourront donc découvrir ou redécouvrir l'importante collection de Madeleine de Galéa. On fait ici un constat d'état. Et tout ça, ça servira pour étudier la faisabilité aussi bien de le réexposer en public, peut-être pas de manière permanente, mais surtout de manière très régulière, et le rendre accessible à nouveau à la population, parce que, comme vous disiez, le souvenir est très vif, et des gens qui passent, ils disent « Ah, je l'ai vu, je suis tellement heureux de le revoir ». Et donc, nous servons en fait comme... un peu comme passeur, n'est-ce pas? De dire voilà, on sort ces automates de leur caisse, de leur réserve, on les observe dans leur fonctionnalité, on propose des restaurations et par la suite aussi donner des idées pour les exposer. Ce laboratoire a également été pensé comme une plateforme d'échange et de rencontres qui permettrait de réfléchir à l'ambitieuse question de l'avenir des musées. Je crois qu'il faut sans arrêt, je pense que c'est ça aussi, c'est donner l'image d'un musée dynamique. Un musée, c'est aussi une dynamique, c'est pas simplement un objet statique. Et je pense que c'est ça que nous, la leçon qu'on a apprise, et puis qu'on voudrait transmettre, et on a besoin effectivement, nous, du retour du public. On rêve tous de plateformes. Vous savez, en Allemagne, en Suisse, je veux dire allemande, il y a un lieu qui s'appelle le Schaulager, c'est-à-dire l'endroit pour voir, hein, le lieu pour voir. Et c'est une expérience qui est formidable, qui a été faite par un collectionneur privé, la Fondation Hoffmann, et ils ont ouvert un lieu où il y a à la fois c'est un peu comme ici, si vous voulez, et j'y ai beaucoup pensé en proposant cette idée de laboratoire. Un laboratoire qui souhaite rendre accessible à tous la culture, puisque durant ces 4 mois, la Villa Saubert sera ouverte gratuitement au public du jeudi au dimanche. Autre événement en marge de cette nouvelle exposition, la direction du nouveau musée national de Monaco va proposer chaque semaine des rencontres avec le public. Écoutez à ce sujet Benjamin Logier, responsable des publics au musée. Ce sont une douzaine de rencontres qui auront lieu quasiment toutes les semaines durant le Lab et qui seront des occasions de rencontrer différents intervenants, différents acteurs des musées de par le monde, directeurs de musées, restaurateurs, directeurs de résidences d'artistes, artistes également évidemment, architectes, toutes ces personnes qui composent aujourd'hui les activités d'un musée, qu'on a l'habitude de voir pour certains et moins pour certains autres effectivement. Ce sont des rencontres ou des conférences ou des visites relativement informelles. Le but du jeu, c'est vraiment de mettre le public à l'aise avec ces intervenants-là, de les rencontrer, de pouvoir dialoguer avec eux, de pouvoir évidemment les écouter, les entendre, mais aussi de pouvoir leur poser des questions, de pouvoir avoir leurs sentiments sur l'actualité, le devenir du musée, leur activité spécifique ou leur rôle à chacun. Petit rappel, l'exposition Lab est à découvrir à la Villa Saubert jusqu'au 20 mars. Il y a quelques mois, Elga Piaget présentait son ambitieux projet Passion Sea. La première action de son association vient d'être dévoilée. Il s'agit d'un drapeau géant. L'idée est de sensibiliser la jeune génération au respect de l'environnement marin. Le récit de Vanessa Dessy sur des images signées Lionel Bernardi.
Apprendre à respecter les océans dès le plus jeune âge, un objectif clair pour Passion Sea. Sous le haut patronage de la Fondation Prince Albert II et en collaboration avec la Direction de l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports, ce projet permet de sensibiliser les enfants du monde entier à la protection de l'environnement marin. Je pense que c'est très important parce que dans le jeune âge, les enfants sont sensibles à tout ce qui est environnement et vraiment à apprendre la vie. Et c'est là que c'est eux qui seront dans le futur les responsables de cette planète et il faut qu'ils aient une bonne éducation. C'est le premier du respect, de la passion, de l'amour et je pense que la mer, c'est vraiment le plus important ce qu'on a sur notre planète. 2 jeunes ambassadrices ont choisi de représenter au mieux ce projet en réalisant en totale autonomie un drapeau géant. Plusieurs jours de travail ont été nécessaires pour créer ce dessin. Une jolie manière de faire prendre conscience que l'environnement marin est aujourd'hui en danger. Nous avons accepté d'être ambassadrices car nous ne pouvons plus rester sans rien faire. La vie et les océans sont très liés et si nous continuons à les polluer, ce sera un désastre. Nos responsabilités en tant qu'ambassadrices de Passion Sea, ce sont de faire prendre conscience aux enfants, aux jeunes, que la mer est en train de se polluer et que ça ne doit pas continuer comme ça. Nous nous sommes inspirés par la beauté de la mer sous-marine. Ces 2 sirènes représentent ma sœur et moi qui nagent dans un monde magique qu'un jour n'existera plus. Ce drapeau géant sera également à découvrir dans un ouvrage regroupant différents dessins, poésies et tableaux réalisés par des enfants de divers pays. Dans l'actualité en bref et en images, le cycle Tout l'art du cinéma des archives audiovisuelles. Vous le voyez, Son Altesse Royale la Princesse de Hanovre a assisté mardi à la projection du film Les Dames du Bois de Boulogne de Robert Bresson. Cette année, les archives audiovisuelles ont proposé à de grandes figures du monde de la culture monégasque de se faire programmateurs en choisissant un film à faire découvrir au public. Les Dames du Bois de Boulogne était le choix de la Princesse Caroline. Prochaine projection des archives audiovisuelles le 8 décembre au Théâtre des Variétés avec le sacrifice d'Andrei Tarkovsky. Un avant-goût de Noël, il trône fièrement depuis peu dans le hall de l'hôtel Métropole. L'immense sapin de Noël vient d'être installé. Un sapin très original, mais qui est au cœur d'une petite forêt d'autres sapins de Noël plus traditionnels. Le chapitre sportif de ce journal à présent, l'Africa Eco Race partira cette année de Monaco. Il s'agit d'un rallye un peu particulier. Il va relier la Principauté à Dakar. Les explications de Frédéric Elion. Non, le Dakar en Afrique n'est pas de l'histoire ancienne. Il existe encore une course reliant la France à la capitale sénégalaise, l'Africa Eco Race pour cette 8e édition. Le départ n'est plus donné de Saint-Cyprien dans les Pyrénées-Orientales, mais de Monaco pour la première fois. L'Africa Eco Race, c'est 12 étapes à travers 3 pays, le Maroc, la Mauritanie et le Sénégal du 27 décembre au 10 janvier. Une course sur les traces de Thierry Sabine qui rappelle les grandes heures du Dakar. C'est un rallye qui fait en gros 6000 km, donc c'est un rallye assez difficile avec beaucoup de navigation et on fait un rallye, j'aime pas dire ça, mais un peu à l'ancienne. Il n'y a pas d'hôtel, c'est que des bivouacs, tout le monde est ensemble, c'est un rallye très convivial et avec beaucoup de navigation, beaucoup de franchissement de dunes, comme il y en a nulle part ailleurs. L'Afrique, c'est presque irremplaçable pour ce genre de rallye. Dans Africa Eco Race, il y a éco. Outre la performance sportive, ce rallye met l'accent sur le développement durable. On autorise à peu près tous les projets innovateurs ou hybrides qui pourraient se présenter. D'ailleurs, il y a 2 ans, une voiture électrique a gagné. On a eu une moto avec des panneaux solaires. On a un camion Kamaz hybride. Et bon, ça c'est le côté compétition. Mais après, à côté de ça, nous avons offert des arbres en Mauritanie. On a des panneaux solaires sur la course pour les arrivées et les départs. On ramasse tout ce qui est huile usagée. On fait appel aux gens locaux pour nettoyer les bivouacs. Enfin bref, on essaye d'être le plus propre possible. Parmi les engagés, 45 autos, 35 motos et une dizaine de camions dont les fameux Kamaz, vainqueurs de 12 des 15 derniers Dakar dans la catégorie.
Les vérifications auront lieu sur le parking du Monte Carlo Country Club du 26 décembre à 14h au 27 décembre à 14h. Le parc fermé sera lui situé sur le quai Antoine Ier avec un départ à 15h le 27 décembre. Société Générale Private Banking vous présente la météo. Ce journal touche à présent à sa fin, mais nous ne nous quitterons pas avant d'avoir pris connaissance des cartes météo pour les jours qui viennent. Vendredi, le ciel restera bien bleu et les températures seront en légère hausse par rapport aux jours précédents. Samedi, temps agréable malgré la présence provisoire de nuages. Dimanche, une belle journée, quelques nuages dans la matinée et peu de vent au programme. Enfin, lundi, beau temps calme, nuages insignifiants, poursuite du radoucissement. Ce journal est terminé. Je vous dis à très bientôt sur Monaco Info. Merci de nous être fidèles. La météo vous a été présentée par Société Générale Private Banking.